Bon, ça y est, les marchés ont enfin commencé à prendre une direction à la hausse. On nous dit partout sur Twitter que la DeFi rentre à nouveau dans un cycle d'or et des rendements qui explosent sur certains protocoles. Il serait pas étonnant de voir des nouveautés et surtout des protocoles émerger dans les prochains jours et prochaines semaines, tout simplement parce que si on rentre vraiment en bull run, croyez-moi, on va plus savoir où donner de la tête. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te présenter un outil qui va te permettre de comparer certains protocoles DeFi entre eux, surtout au niveau des risques, puisque c'est tout aussi important, mais quand on est en bull run, on a tendance à prendre des positions sans savoir exactement quels sont les sous-jacents pour aller vite, parce que les profits sont à faire rapidement, et parfois ça peut coûter cher si on s'expose aux mauvais protocoles qui peuvent se faire hacker. Du coup, aujourd'hui, je te parle d'un outil qui nous vient du DeFi Collective. Si tu connais pas, c'est une association à but non lucratif qui cherche à améliorer la DeFi. Ils gèrent des fonds on-chain qu'ils placent dans différents protocoles les plus résilients sans avoir d'attente financière derrière. En gros, ils essayent de promouvoir la vraie DeFi, on va dire ça comme ça, avec une décentralisation et une sécurité à des niveaux suffisamment avancés pour prétendre à vraiment être de la DeFi. Et pas juste un protocole qui se dit décentralisé avec une DAO qui au final est hyper centralisée et qui n'a pour décentraliser que le nom. Les fonds gérés par le DeFi Collective sont on-chain, donc les adresses sont évidemment trouvables on-chain, donc si vous creusez un petit peu, peut-être vous pourriez les trouver assez facilement. En tout cas, pas plus tard que la semaine dernière, ils ont mis en ligne un outil qui est absolument génial et qui va s'améliorer au fil du temps, qui n'est d'autre que le DeFi Scan. Pour prendre un parallèle sur lequel ils se sont inspirés pour créer le DeFi Scan, on peut parler de L2Bit. J'avais fait une vidéo dédiée sur L2Bit, qui est un site franchement hyper complet et hyper qualitatif, qui recense plus ou moins toutes les données qui concernent les Layer 2 et qui les agrège au même endroit pour qu'on ait une idée d'à quel stade ils en sont. Ça parle notamment de l'activité, du niveau de sécurité, de niveau de décentralisation, ou encore de coût ou de disponibilité des données par exemple. Et bien le DeFi Scan, c'est un petit peu pareil avec des protocoles DeFi. Ça se veut être un nouveau framework qui formalise les étapes de décentralisation et de sécurité des protocoles de finance décentralisés. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en quoi ça consiste précisément, sur quels critères il se base parce que c'est important quand même à comprendre avant d'y accorder un petit peu d'importance. Et pour ça, je vais me baser sur l'article du DeFi Collective qui explique tout ce qu'ils ont fait et comment ils ont construit le DeFi Scan. Comme sur L2Bit, un projet DeFi va être réparti sous 3 catégories. Il peut rentrer dans l'une des 3, donc à savoir 3 stages. On a le stage 0 au début, qui est donc un protocole qui est contrôlé par un opérateur, sur lequel l'accès peut être censuré on-chain et sur l'interface utilisateur. Donc c'est vraiment le premier stade que l'on ne désire pas, entre guillemets, pour un vrai protocole DeFi. Ensuite, on a un stade un petit peu plus avancé qui est le stage 1, qui contient des mécanismes un peu plus avancés comme un conseil de sécurité par exemple, avec une blockchain sous-jacente qui ne peut pas censurer les transactions des utilisateurs, et dont il existe aussi des backups pour l'interface utilisateur pour quand même accéder au protocole si jamais le front-end public tombe en panne. Et enfin, on a le dernier stage, le stage 2, où toutes les permissions qui permettent à un seul acteur d'agir sur le protocole ont été révoquées ou délégué via une gouvernance décentralisée on-chain, c'est important, avec une possibilité de sortir du protocole s'il y a une mise à jour indésirée dans le futur. Et évidemment, on est sur un protocole qui fonctionne de manière totalement autonome. Pour définir dans quelle catégorie entrent ces protocoles, le collectif, donc ceux qui ont construit cet outil, se sont basés sur différents critères, justement, par exemple la blockchain sous-jacente, ou encore la capacité à mettre à jour le protocole, et on va passer en review ça tout de suite. Le premier, c'est évidemment la blockchain sur laquelle se trouve le protocole, c'est son niveau de décentralisation, et si la blockchain en elle-même est trop centralisé, ça peut se propager au protocole de finance décentralisé et à ses utilisateurs finalement, puisqu'on aurait la possibilité de censurer les transactions, c'est-à-dire de ne pas les inclure dans les blocs volontairement, et ça les protocoles ne pourraient rien y faire, puisque c'est pas eux qui décident. Donc c'est réparti en 3 niveaux de risque, high qui veut dire donc risque élevé, medium et low, donc un risque bas. Évidemment pour cette catégorie, ils vont reprendre les analyses qui ont déjà été faites et qui sont formidables de L2Bit. Donc voilà, un risque élevé correspond à un stage 0 sur L2Bit concernant la blockchain, et un risque faible correspond à un stage 2 sur L2Bit ou Ethereum, puisqu'Ethereum est un petit peu la référence dans l'idée que l'on veut se faire des blockchains décentralisées et sécurisées. L'upgradability, c'est la capacité à ce que celui qui a les droits puisse modifier le protocole. Donc ça peut être une mise à jour des smart contracts ou juste des paramètres de ces smart contracts. Le fait de pouvoir modifier un protocole qui tourne, ça introduit des risques critiques, tels que par exemple des exploits, et ça peut induire une perte totale de fonds des utilisateurs, ce qui est arrivé plus d'une fois dans l'écosystème. Cette fois-ci, en high, on va retrouver des protocoles qui ont des mises à jour possibles et qui pourraient entraîner la perte de fonds totale des utilisateurs. En médium, on va retrouver des mises à jour qui sont possibles, qui pourraient entraîner une perte de yield, donc de rendement qu'on a accumulé, qu'on n'a pas réclamé, mais par contre les fonds seraient sans risque. Et enfin, dans la dernière catégorie, les risques faibles, on retrouve des mises à jour qui sont possibles, mais qui n'auraient de toute façon aucun impact sur les fonds des utilisateurs. L'autonomie, ça va être un critère qui va regarder les potentielles dépendances aux autres protocoles. Par exemple, est-ce que pour faire tourner le protocole de manière normale, on a besoin d'un oracle externe qui va nous donner les prix?
Et qu'est-ce qui se passe en cas de failure, de problème de cet oracle? Est-ce que les fonds des utilisateurs seraient en danger ou pas? Ici, en high, du coup, en risque élevé, on aurait, par exemple, si un problème était détecté sur un autre protocole ou sur un oracle ou sur un protocole indispensable au fonctionnement, est-ce que ça pourrait entraîner une perte de fonds des utilisateurs? Si c'est oui, alors on est à un risque élevé. En médium, on aurait des fonds qui ne seraient pas touchés, mais le yield, encore une fois, comme avant, dans le sens où si vous ne l'aviez pas réclamé, il se pourrait que vous ne le pouviez plus désormais. Et enfin en low, un problème externe ne pourrait pas changer la performance du système et ne pourrait pas toucher au fonds des users ni au yield que vous pouvez réclamer. Concernant l'exit window, ça se traduit littéralement par fenêtre de sortie. C'est en gros ce qui est défini comme étant ce qui permet aux users, donc aux utilisateurs, de sortir du protocole avant une mise à jour non désirée, par exemple. Et vous avez encore ici les critères qui permettent de rentrer dans les catégories. En élevé, les utilisateurs ne seraient pas protégés avec une porte de sortie ou alors elle serait inférieure à 7 jours. En médium, c'est une fenêtre de sortie d'au minimum 7 jours. Et en low, c'est que les permissions sont toutes révoquées ou transférées à une gouvernance on-chain avec une fenêtre de sortie d'au moins 30 jours. Concernant le risque d'accessibilité, c'est ce qui va prendre en compte le nombre de front-end, c'est-à-dire le nombre de sites internet sur lesquels on peut interagir avec les contrats qu'il y a derrière. En risque élevé, on va classer des protocoles qui ont une interface utilisateur sans solution de secours qui sont extrêmement centralisés. En médium, on va classer ceux qui ont une solution qui existe et qui est publique et une solution de backup, donc une solution de secours si jamais le site tombe. Donc une solution que vous pouvez faire tourner en local sur votre machine. Et en low, donc on va avoir plusieurs interfaces indépendantes. On peut prendre l'exemple de Liquity, qui est utilisable via différentes applications web, et qui n'a même pas de front-end à proprement parler d'ailleurs. Et enfin, on arrive évidemment au classement dans des stages, puisque c'est ce qui nous intéresse, avec le stage 0, qui donc du coup définit un protocole DeFi comme entrant dans le cycle où il est censé au fur et à mesure se décentraliser et se sécuriser, mais il en est qu'au début. N'empêche que ça requiert quand même quelques critères qui sont indispensables, comme le fait que les contrats soient vérifiés, qu'on ait une code base, donc une base de code qui est sourcée, et enfin, évidemment, que ce soit sur la blockchain et que ce soit un minimum financier, puisqu'on est quand même sur de la finance décentralisée. En stage 1, on va retrouver des protocoles qui sont au moins médium en termes de risque de score pour la blockchain, l'autonomie ou l'accessibilité. Et on va dire aussi que si la fenêtre de sortie reçoit la notation élevée en termes de risque, alors il faut impérativement que les permissions soient transférées à un conseil de sécurité. On va y revenir juste après, puisque c'est ce qui nous est dit un peu plus bas. Et enfin, pour le stage 2, donc c'est le stage le plus avancé en termes de décentralisation et de sécurité, il faut au moins atteindre le niveau de risque bas pour le score de blockchain, d'autonomie, de fenêtre de sortie et d'accessibilité. Pour ce qui est du conseil de sécurité, c'est des permissions qui peuvent être déléguées à un conseil qui justement a été voté on-chain, qui peut intervenir sur différents paramètres qui des fois peuvent être un peu sensibles, au cas où il se passe quelque chose de dramatique sur le protocole. C'est ce qui est dispo notamment sur AAV. S'il y a des pools qui font n'importe quoi, on a ce qu'on appelle des AAV Guardian, qui peuvent interagir et freeze carrément des marchés pour que les utilisateurs ne puissent plus venir déposer ou retirer leurs assets. Ça arrive exceptionnellement, mais heureusement que c'est possible, puisque c'est le dernier rempart de sécurité en cas d'attaque. Et ici, ça prend en compte évidemment ce conseil de sécurité de manière acceptable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils aient tous les droits non plus, mais voilà, ça répond aux critères suivants. Il faut qu'il y ait au moins 7 signataires, puisqu'en général c'est des multisig, donc on a besoin de plusieurs signatures pour pouvoir y valider. On a besoin d'au moins 50% de seuil en termes de signataires. Il faut au moins 51% des signataires qui sont extérieurs à la team et qu'ils ne fassent pas partie de la team du projet. Et il faut aussi impérativement que les signataires soient annoncés publiquement, soit avec leur vrai nom, soit avec leur pseudonyme. Pour l'instant, vous pouvez voir qu'on a quelques protocoles qui ont été faits, même des géants de l'écosystème, comme Liquity ou Aerodrome, et comme vous pouvez le voir, on en a quand même pas beaucoup qui sont en stage 2. On en a, sur les 7, on en a que 2. Et si on prend l'exemple d'Aerodrome par exemple, on peut aller voir ce qui pêche un petit peu Aerodrome et pourquoi il n'est pas encore en stage 1 ou 2. Et on voit qu'ici, le problème vient soit de la blockchain, soit de l'exit window. Puisque oui, Aerodrome est natif à la blockchain base. Et si on regarde sur L2Bit, la blockchain base est encore en stage 0. Donc c'est ça qui pêche un petit peu de ce côté-là. Et le deuxième warning est sur l'exit window. Donc si on descend un peu et qu'on va voir l'exit window, on peut voir qu'on n'a pas de temps minimum avant de pouvoir se rétracter au cas où il y a une mise à jour qui ne nous plaît pas. Les mises à jour peuvent être faites instantanément. Donc c'est un problème aussi. On peut voir évidemment aussi le Security Council qui ne répond pas à beaucoup de critères qui ont été fixés. Enfin, vous pouvez aller lire tout ça par vous-même, c'est vraiment très bien fait. Faut se plonger un petit peu dedans parce qu'il y a des trucs un petit peu techniques, mais ça permet de bien comprendre les risques qu'on prend en venant se déposer sur le protocole. Au contraire, si on prend un protocole comme Liquity par exemple, on a tout le cercle qui est ouvert, donc on est sur un stage 2. Et donc on nous dit pour chaque catégorie pourquoi on a un score qui est low, donc un bon score de risque, puisque ici low veut bien dire un score de risque faible.
c'est-à-dire que les risques associés au fonds des utilisateurs sont faibles. Si vous avez une idée et que vous voulez rédiger ces analyses pour votre propre protocole, quel qu'il soit, vous pouvez cliquer ici sur Submit Review et vous avez toute la procédure qu'il faut respecter pour pouvoir afficher votre analyse directement sur le site. C'est pas forcément quelque chose qui est super facile, ça prend du temps. C'est un petit peu technique parce qu'on utilise quand même un petit peu de code informatique, mais franchement c'est à la portée de tout le monde et si vous voulez vous y tenter, n'hésitez pas, ça pourra vous faire découvrir beaucoup de choses. Aussi, je vous partage aussi ceci qui est en gros un petit résumé de ce qu'est le DeFi Scans qui a été fait par Stengarl, qui est un membre très actif de la communauté du DeFi Collective. Vous pouvez y retrouver plus ou moins ce que je vous ai un peu expliqué dans cette vidéo, et ce que vous pourrez aussi retrouver sur le site du DeFi Collective. Je vous mets évidemment tous les liens en description. Comme vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vous ai présenté un outil qui pourra s'avérer particulièrement utile quand il sera notamment plus mature, puisque pour l'instant on a quand même assez peu de protocoles, mais ça viendra à s'améliorer avec le temps. Mais si on rentre dans une période où plus ou moins tout va monter, y compris les protocoles qui sont extrêmement peu sécurisés, qui peuvent faire très mal à votre portefeuille si jamais vous vous faites avoir, je trouve que c'est assez important d'avoir ce site quelque part et de le vérifier de temps en temps. Ça permet aussi de vérifier les risques qu'on prend. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, les commentaires sont littéralement là pour ça. Sur ce, faites attention à vous et à votre wallet. Si on rentre vraiment dans le bull run, tout peut aller très très vite et tout ira beaucoup trop vite, d'ailleurs pour nous tous. Personne n'est capable d'agréger autant d'informations aussi rapidement. Essayez de garder la tête froide malgré tout ce qui peut se passer, que ce soit pour votre santé mentale ou pour la santé de votre portefeuille. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.